titre de l'actualité au Mali, après l'acquittement d'un chroniqueur radio-vedette contestataire, le ministre de la Justice a démissionné ce lundi soir. Au Kenya, alors que le président Uhuru Kenyatta a été investi ce mardi pour un second mandat, le chef de file de l'opposition Raila Odinga a assuré ce mardi qu'il prêtera serment le 12 décembre comme président. Et puis au Zimbabwe, le nouveau président Emmerson Mnangagwa a affiché ce mardi un ultimatum de 3 mois aux entreprises et aux particuliers pour rapatrier tous les capitaux illégalement sortis du pays. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. Bonjour à tous et bienvenue. La Côte d'Ivoire accueille ce mercredi et demain jeudi le 5e sommet Union européenne-Union africaine qui se penchera principalement sur les questions d'immigration et de sécurité avec l'ambition de donner un meilleur avenir à la jeunesse africaine. 83 chefs d'État et de gouvernement et 5000 participants des pays d'Afrique et d'Europe ainsi que de l'ONU et des organisations internationales sont annoncés à Abidjan. L'immigration et la sécurité seront au cœur du 5e sommet Europe-Afrique qui se tient mercredi et jeudi à Abidjan, où sont attendus 83 chefs d'État et de gouvernement. Quelques 5000 participants venus d'Afrique et d'Europe doivent prendre part à ce 5e sommet Union européenne-Union africaine dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan. Le scandale de la vente des migrants africains comme esclaves en Libye sera abordé lors de cette rencontre. Mardi à Ouagadougou, le président français Emmanuel Macron a annoncé qu'il proposerait au sommet une initiative euro-africaine pour frapper les organisations criminelles et les réseaux de passeurs qui exploitent les migrants en Libye. La question de la sécurité et des menaces terroristes devrait également être abordée par les chefs d'État et de gouvernement, alors que l'Afrique de l'Ouest, notamment, connaît depuis quelques années une montée en puissance des groupes djihadistes. Les chefs d'État devraient aussi appeler à une plus grande coopération militaire au niveau des renseignements, tout en demandant à chacun de faire plus d'efforts en matière de lutte contre le terrorisme. Au Mali, Mamadou Ismaël Konaté, ministre de la Justice, a rendu le tablier en présentant sa démission au chef du gouvernement ce mardi. Il a été remplacé par Amidou Younoussa Maïga, un magistrat à la retraite. Cette démission intervient quelques heures seulement après l'arrêt de relace de la Cour d'appel de Bamako dans l'affaire dite Rasbaf. Plus de précisions dans ce reportage. Mamadou Ismaël Konaté, ministre de la Justice, démissionne quelques heures après le verdict de la Cour d'appel de Bamako dans le procès de l'activiste malien Mohamed Youssouf Batili, dit Rasbat. Monsieur Konaté, dans sa lettre de démission, dit prendre acte et mesure tout le sens de l'arrêt de relax de la Cour d'appel dans l'affaire dite Rasbat. Je note l'attente du régime de passer par un tel chemin vers l'apaisement et l'accalmie. L'ambiance délétère du moment nous conduit à courber l'échine devant les anomalies, à fermer les yeux devant les violations et à accompagner les anomalies de peur des affres, des troubles et des violences de rue. Mais le régime en donnant écho à une telle vertu se sauve sans la République, affirme le ministre démissionnaire qui explique que l'action d'un ministre de la Justice vise à suivre l'application des lois et des règlements et poursuivre le non-respect et leur violation, le cas échéant. Même si tout semble montrer que sa démission est liée au verdict de la Cour d'appel dans l'affaire Rasbat qui comparaissait ce lundi devant le tribunal pour incitation à la désobéissance des troupes, de nombreux observateurs avaient déjà révélé un certain malaise au sein du gouvernement. En effet, le torchon brûlait depuis quelque temps entre le ministre démissionnaire et son homologue des affaires foncières et du domaine de l'État, Mohamed Ali Batili. Ce dernier était sorti publiquement pour défendre son fils Mohamed Youssouf Batili dit Rasbat et avait fait savoir qu'il serait l'ennemi de quiconque voudrait du mal à son enfant. À cela s'ajoute une plainte portée contre le ministre Batili et son fils par le procureur de la commune 4 de Bamako, soutenu par l'association malienne des procureurs et poursuivant. Mamadou Ismaël Konaté démissionne, mais reste maintenant à savoir si sa démission suffira à résoudre le profond malaise qui s'est installé depuis fort longtemps entre les membres du gouvernement d'Abdoulaye Idrissa Maïga.
Allons à présent en Tunisie où le ministère de la Défense a annoncé ce mercredi la mort d'un djihadiste présumé. Il a été tué par l'armée tunisienne lors d'une opération menée dans la zone montagneuse de Kasserine, dans le centre-ouest de la Tunisie. On fait le point. Un djihadiste présumé est tombé sous les balles de l'armée tunisienne. L'incident s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi au cours d'une opération militaire menée à Kasserine, dans le centre-ouest tunisien. D'après une source du ministère de la Défense, aucun militaire n'a été blessé au cours de l'accrochage entre l'élément terroriste et les forces de l'ordre. Il faut dire qu'en Tunisie, l'armée et les forces de sécurité traquent depuis plusieurs années des groupes extrémistes armés retranchés dans les zones montagneuses, notamment dans la région de Kasserine, proche de la frontière algérienne. Ces groupes se revendiquent le plus souvent membres d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, ou de l'organisation ultra-radicale État islamique, EI. L'essor d'une mouvance djihadiste depuis la révolution de 2011 est responsable de la mort de plusieurs dizaines de soldats, de policiers, de touristes et de civils dans le pays. La Tunisie a été le théâtre en 2015 puis en 2016 d'attentats majeurs revendiqués par le groupe État islamique EI. Le pays demeure sous état d'urgence. Toutefois, les autorités tunisiennes affirment avoir fait des pas très importants dans la guerre contre le terrorisme et appellent toujours à la vigilance. Quelques heures après l'investiture du chef de l'État Uhuru Kenyatta pour un second mandat, le chef de file de l'opposition kenyane Raila Odinga a assuré qu'il prêtera également serment le 12 décembre prochain comme président du Kenya. Ces propos, il les a tenus lors d'un rassemblement. Voici les images. Raila Odinga dit ne pas vouloir se laisser faire aussi facilement. Le leader de l'opposition kenyane semble avoir du mal à avaler la pilule. L'investiture du président Uhuru Kenyatta mardi lui inspire un rebondissement. L'homme refuse toujours de reconnaître la victoire de Uhuru Kenyatta. Alors même que se déroulait la prestation de serment, la police a dû disperser des opposants souhaitant organiser un rassemblement. Après avoir boycotté la présidentielle d'octobre, Raila Odinga annonce à son tour sa propre investiture pour le 12 décembre en tant que président du Kenya. Le 26 octobre, les élections étaient une parodie. Nous ne les reconnaissons pas. Voici pourquoi notre première étape est de dire que Uhuru Kenyatta n'est pas le président du Kenya. Nous ne voulons pas prêter serment comme Besigye. Nous voulons prêter serment comme Mnangagwa. Nous allons prêter serment, puis nous irons au palais présidentiel le même jour. Le 12 décembre, l'Assemblée du peuple du Kenya va me déclarer président. À coups de gaz lacrymogène, de tirs de semonces et de tirs tendus, les forces de l'ordre ont joué au chat et à la souris avec des groupes d'opposants. Depuis plusieurs semaines, Odinga a promis de poursuivre une campagne de désobéissance civile, suivie de manière inégale par ses partisans. Je le disais en titre, à peine installé, le nouveau président du Zimbabwe déclare la guerre à la corruption et au détournement. Emmerson Mnangagwa a fixé un ultimatum de 3 mois aux entreprises et aux particuliers pour rapatrier tous les capitaux illégalement sortis du pays. Plus de précisions à travers cet élément. Le Zimbabwe, englué dans une crise économique catastrophique, ne favorisera pas une tâche facile pour Emmerson Mnangagwa. Le chef de l'État nouvellement installé réfléchit aux voies et moyens pour renflouer les caisses de l'État. Premier acte fort, le gouvernement du Zimbabwe accorde un délai de 3 mois pour le rapatriement volontaire des fonds et actifs sortis du pays en violation de la loi. À l'expiration de ce délai, les autorités procéderont à l'arrestation de tous ceux qui n'ont pas respecté cette directive et les traduiront devant la justice. La donne est désormais claire. L'homme surnommé le crocodile compte arrêter l'hémorragie qu'engendre, entre autres, détournement et corruption. En crise depuis une réforme agraire lancée au début des années 2000 et qui a lamentablement échoué, le Zimbabwe manque cruellement de liquidités. Chaque mois, le gouvernement peine à payer ses fonctionnaires. Plus de 90% de sa population est officiellement au chômage et ne survit que de débrouilles et d'emplois informels.
Les efforts du gouvernement à travers une nouvelle monnaie il y a maintenant 1 an pour tenter d'enrayer la fuite vers l'étranger du dollar américain sont sans grand succès. La relance de l'économie, la création des emplois et le retour des investissements étrangers au Zimbabwe constituent le cheval de bataille de Emmerson Mnangagwa. Parlons à présent de la visite du président français au Burkina Faso. Première étape de sa première tournée africaine, Emmanuel Macron y a dénoncé les crimes incontestables de la colonisation européenne. C'était lors d'un discours de près de 2 heures devant 800 étudiants à l'université de la capitale burkinabé, Ouagadougou. À travers ce discours qui s'adressait surtout à la jeunesse africaine, Emmanuel Macron a voulu donner un ton nouveau aux relations entre la France et l'Afrique. Selon lui, il n'y a plus de politique africaine de la France. On le suit. Je suis d'une génération de Français pour qui les crimes de la colonisation européenne sont incontestables et font partie de notre histoire. Je me reconnais dans les voix d'Albert Londres et d'André Gide qui ont dénoncé des milliers de morts du chemin de fer du Congo. Et je n'oublie pas que ces voix, alors, ont été minoritaires en France comme en Europe. L'Afrique n'est ni un continent perdu, ni un continent sauvé. Je considère que l'Afrique est tout simplement le continent central, global, incontournable, car c'est ici que se télescopent tous les défis contemporains. Je compte aussi sur le Qatar, la Turquie et l'Iran pour s'engager fermement dans ce combat. Ce sera l'enjeu de notre lutte dans les prochains mois. Nous ne devons plus accepter que quelque puissance que ce soit finance, de manière directe ou détournée, des fondations, des organisations qui nourrissent l'obscurantisme ou l'extrémisme. La démographie peut être une chance, mais donc à condition que chaque jeune fille, chaque femme ait la possibilité de choisir son destin dans nos sociétés, quelles qu'elles soient. Je souhaite que les entreprises françaises soient porteuses d'un partenariat exemplaire. Un partenariat exemplaire qui refuse la corruption, qui se plie aux appels d'offres, qui se plie aux règles édictées par les institutions africaines qui, comme l'OHADA, font progresser la bonne gouvernance. Les entreprises françaises qui viendront investir en Afrique et se développer et qui auront le soutien de l'État français seront exemplaires, car je leur demanderai aussi d'investir dans la formation professionnelle. Ce sera une condition que je fixerai à nos entreprises. Enfin, toujours au Burkina Faso, des heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont été enregistrés à Ouagadougou. Des manifestants ont dressé des barricades et incendié des pneus sur la voie menant à l'université de la capitale burkinabé, où le président français Emmanuel Macron était en train de prononcer son discours. Il scandait des slogans tels que « Abat l'exploitation de l'Afrique par l'Occident ». Les manifestants ont bloqué des véhicules se rendant à l'intervention du président français. Ces manifestants faisaient face à des forces anti-émeutes. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.